Depuis quelque temps, les médias occidentaux évoquent régulièrement la situation au Xinjiang, souvent sous un angle négatif. Conscients qu'il vaut mieux voir une chose une fois que d'en entendre parler 1000 fois, 4 Français ont décidé d'aller voir sur place, non seulement pour le plaisir d'y voyager, mais aussi pour constater de leurs propres yeux ce qui s'y passe. J'avais demandé à visiter un champ de coton par rapport à toute la polémique qu'il y avait sur prétendu travail esclave dans les champs de coton. Bon, cette chose est absolument absurde parce qu'il suffit de comprendre géographiquement comment est cette région. C'est une région alors, peuplée de hautes montagnes où vous avez des dépressions comme la dépression de Turfan, on est en dessous du niveau de la mer avec une chaleur épouvantable. Donc c'est une région où l'eau est rare. Donc, d'un point de vue strictement indépendamment du fait que c'est scandaleux d'imaginer que le peuple chinois serait capable d'employer du travail esclave, mais de toute façon, ça n'a aucun sens économiquement, parce que l'eau est rare et doit être acheminée par justement tout un système d'irrigation de canaux qui va en dessous justement des plantes pour que justement il n'y ait pas de déperdition. Donc, tout ça, c'est des choses qui viennent de l'Occident. Ça fait partie de toute une propagande qui a été lancée, en fait, pour essayer de morceler la Chine. Une fois de plus, c'est la vieille politique des Occidentaux. Et bon, moi j'ai été vraiment, voilà, cette impression évidemment à la fois de grande liberté, surtout pour les femmes, mais pour les hommes. J'ai vu aussi, nous sommes arrivés en pleine nuit dans le bazar de Kashgar. Ça m'a frappé parce que justement on avait 7 heures de retard. Et donc on rentre, ce bazar était ouvert même la nuit. Moi j'étais avec Maxime Vivas qui lui avait connu dans des conditions beaucoup plus difficiles parce qu'il y a eu une période d'attentats djihadistes. Là il y avait beaucoup plus de contrôle. Mais la Chine a triomphé de ces attentats terroristes. Contrairement à d'autres pays occidentaux, elle n'a pas déplacé le problème. Elle a décidé de le résoudre. Il n'y a plus aucune menace. Et ça on le voyait que ce bazar était totalement libre. Je pouvais aller dans toutes les rues à n'importe quelle heure. Et ça aussi, ça m'a frappé, cette impression de sérénité. Aussi, le développement du centre-ville, par exemple, de Kashgar, m'a beaucoup frappé. On voit que tout a été réaménagé, mais dans l'esprit local. Je veux dire, je ne suis pas le seul à parler de ça. Il y a immenses touristes, totalement apolitiques, qui n'ont pas de préjugés, mais qui reviennent et qui montrent tout simplement ce qu'ils ont vécu. Et là, on va de plus en plus confondre les menteurs, et j'espère que les Français vont prendre comme conscience de qui leur ment depuis des années sur cette question qui est quand même essentielle, parce que c'est quand même une question de la guerre et de la paix. Il y en a marre de la propagande de guerre contre la Chine. Pour moi, le Xinjiang est en pleine modernisation. Le progrès économique et social profite sans distinction à toutes les populations. La région est apaisée, la culture est non seulement respectée mais valorisée. C'est le résultat d'une politique bienveillante et protectrice qui n'est répressive que pour les extrémistes. À mon avis, c'est une approche dont la France pourrait s'inspirer. C'est une région où il fait bon vivre. La progression de la démographie locale et l'absence d'émigration de masse le prouvent. La région est attractive pour les investisseurs et les touristes. Le discours sur l'exploitation forcée, le génocide des Ouïghours et l'interdiction de la pratique religieuse ne sont pas cohérents du tout avec le développement économique et humain qu'on observe dans la région. Ces discours forgés aux États-Unis sont à l'évidence destinés à discréditer la Chine, qui perçoivent comme leur principal rival économique et géopolitique. Voilà ce qu'on peut dire en résumé. L'ancienne ville de Kashgar, pittoresque mais insalubre, est reconstruite et embellie dans son style d'origine. Les arts régionaux sont promus. L'école coranique d'Urumqi forme chaque année 300 imams. Pourquoi en former autant si l'islam est interdit et les mosquées détruites? Nous avons pu voir des champs de coton et des filatures automatisées et pas de travailleurs forcés. Voici la réponse de Christine Bière, rédactrice en chef du mensuel Nouvelle Solidarité. Monsieur Ma Zhibing, économiste en chef du Bureau de revitalisation rurale de la région autonome du Xinjiang, a répondu que les effets des sanctions ont été limités, car tout d'abord, ils ont provoqué un sursaut de combat de la région contre ces sanctions qui s'est traduit par la forte augmentation de la production de coton, grâce par exemple à l'emploi des technologies d'ébandage au goutte à goutte, ainsi qu'à l'emploi des technologies digitales dans les semis et dans la cueillette du coton. Le coton est de bonne qualité, c'est pourquoi il est la cible des États-Unis. Et même si les commandes ont un peu baissé suite aux sanctions,
Sa très bonne qualité fait que beaucoup de clients reviennent et certaines entreprises américaines continuent à acheter. Au mois d'août 2023, je me suis trouvé dans l'université coranique de Rumshi, où le mollah m'a montré dans une grande pièce la chaise sur laquelle s'était assise Michelle Bachelet, haut commissaire aux droits de l'homme de l'ONU, au mois de mai 2022. Je me suis assis là où elle était assise et on m'a apporté des livres qu'elle a vus et qui sont des livres de religion, écrits en arabe, en mandarin et en ouïghour. Et quand Michelle Bachelet a fait sa déclaration finale le 28 mai 2022, avant de repartir de Chine, elle s'est bien gardée de dire que la religion ou la langue ouïghour était opprimée, puisqu'elle avait vu, comme moi, que ce n'était pas le cas et qu'au contraire, c'était enseigné. Et quand au mois d'août 2022 est paru le rapport de l'ONU suite à cette visite, qui n'est pas d'ailleurs un rapport mais une évaluation, on aura remarqué que ce document a été publié 13 minutes seulement avant la fin du mandat de 4 ans de Michelle Bachelet, que son nom n'y figure pas et que non plus on y verra le nom des rédacteurs, ceux qui l'ont écrit. Je suis d'ailleurs en pourparlers avec l'ONU pour essayer d'obtenir le nom des rédacteurs de ce rapport, qui est assez malveillant, ce qui fait qu'il a provoqué la colère des Chinois, mais aussi qui ne reprend pas les grands thèmes des campagnes anti-chinoises de ces dernières années, à savoir la religion opprimée, la langue interdite, les esclaves dans les champs de coton, les camps de concentration, les prélèvements d'organes, etc. Tout ça n'est pas repris dans le rapport, et donc ça met beaucoup en colère les mouvements anti-chinois. Et il semble donc que nous allons vers un moment où enfin tous les mensonges qui ont été diffusés partout, dans tous nos médias en France notamment, vont tomber les uns après les autres. Et c'est ce que j'avais dit d'ailleurs dans mon roman, dans mon essai que j'ai publié en décembre 2020 et qui s'appelle Ouïghour pour en finir avec les fake news. Tout ce que je dis dans ce livre-là s'avère maintenant et on verra que les menteurs vont être obligés de manger leur chapeau.